Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 15 janvier au Congo avec un mot de politique. À l'approche de l'élection présidentielle qui est prévue le 20 mars prochain, les stratégies commencent à se préciser. Après l'appel à candidature des partisans du président Denis Sassou Nguesso, les deux principales plateformes de l'opposition se sont réunies, elles, mercredi. Elles ont proposé leurs conditions à la participation à la présidentielle. Complément d'information avec Bernard Samuel Pomme et Fabrice Amvama. C'est une décision qui a tout l'air d'une riposte de l'opposition congolaise. Le FROCAD et l'IDC font désormais front commun contre la réélection de Sassou Nguesso à la tête du pays lors des prochaines élections présidentielles. Autre décision formelle, les leaders de l'opposition ne boycotteront pas le scrutin, mais à quelques conditions près. Ces derniers exigent des garanties de transparence et de fiabilité au premier tour de ces élections prévues le 20 mars prochain. Ils réclament aussi la mise en place d'une commission électorale dont l'indépendance est reconnue par tous. Le bras de fer se poursuit entre opposants et partisans du régime en place. 24 heures plus tôt, mardi dernier, ce sont de nombreux membres de la DNR, parti au pouvoir, qui ont exhorté le président Sassou Nguesso à faire acte de candidature. Pour soutenir leur candidat, une collecte de fonds avait même été organisée, mais son montant n'a jusqu'ici pas été dévoilé. Mais dans ce rapport de force, aucune partie n'a pour l'heure de candidat officiellement déclaré. Du côté de l'opposition, l'hypothèse d'une candidature commune n'a pas été confirmée et à la tête du pays, le président en exercice ne s'est pas encore prononcé. Mais tout porte à croire que Sassou Nguesso remplira pour un troisième mandat consécutif, car c'est sous son impulsion qu'une constitution autorisant un troisième mandat a été adoptée en fin octobre dernier et promulguée un mois plus tard. Autre raison, la date des élections, initialement prévue pour juillet, elle sera finalement avancée en mars 2016. Nous vous le disions hier dans notre édition du soir Vox News, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a rencontré à Abuja les parents des plus de 200 jeunes filles qui ont été enlevées il y a presque 2 ans maintenant à Chibok par la secte Boko Haram. Selon l'ancienne ministre de l'Éducation, Oby Ezekwesili, et leader du mouvement de libération de ces filles, Bring Back Our Girls, ou Rendez-nous nos filles en français, le président nigérian a déclaré aux familles des disparus qu'il avait besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir les retrouver et les libérer. Je vous propose d'écouter Madame Ezekwesili, qui est précédée de 2 des parents des jeunes filles enlevées. Il devrait ramener ma fille. Quel que soit son état, il devrait la ramener. J'ai accepté d'envoyer ma fille à l'école. Maintenant, elle a été kidnappée il y a 2 ans et le gouvernement ne veut pas la sauver. Notre gouvernement, celui-ci en particulier, doit mettre en place toutes les mesures possibles. Le manque d'intelligence dans le monde me donne envie de crier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la meilleure chose que le président puisse faire est de convaincre à nouveau ses parents qu'en quittant la Réunion, l'urgence de mettre en place des mesures pour retrouver nos filles sera une priorité. En gros, ce que M. le Président a dit, c'est qu'il a déclaré aux médias, c'est qu'ils n'ont pas d'informations fiables, qu'il s'efforce d'être franc et honnête de la meilleure façon possible et qu'il n'est pas prêt à mentir. Ils n'ont pas de renseignements fiables qui leur permettraient de libérer les filles aussi rapidement que nous le demandons. Nous vous parlions la semaine dernière de cette circulaire officielle qui imposait le port du voile aux femmes fonctionnaires en Gambie, et ce aux heures de travail. La présidence de la désormais République islamique de Gambie a fait marche arrière. La directive diffusée depuis le début de l'année a été abandonnée, comme annoncé hier jeudi par les autorités gambiennes. Le communiqué précise cependant que la précédente exigence du port du voile n'avait rien à voir avec la religion. Le président Yahya Jammeh aurait en fait répondu positivement à la demande des femmes du pays qui auraient déclaré que cette mesure les rendait malheureuses. Le communiqué officiel déclare donc que cette annulation de la directive est due au fait que, je cite, « les femmes sont les meilleures amies du président. Elles sont ses sœurs et il tient à leur bien-être en toutes circonstances ». Fin de citation.
Les violences politiques dans le nord du Mozambique ont provoqué l'exil forcé de nombreux réfugiés. La plupart se sont dirigés vers le Malawi voisin. Au nombre de 300 en juin dernier, on en compte maintenant plus de 1500 actuellement abrités dans un camp du Malawi. Mais les Mozambicains réfugiés sont maintenant confrontés à la pauvreté, à la faim et surtout à l'incertitude sur leur avenir. Reportage. Cette Mozambicaine craint pour sa vie et celle de sa fille. Son mari a été tué par l'armée, sa maison et ses récoltes détruites. Comme des centaines d'autres réfugiés, Malita Elias a dû marcher pendant 5 jours, sous le soleil, pour rejoindre ce camp à Capicé, un village au sud du Malawi. Je ne rentrerai jamais chez moi. Il n'y a pas la paix là-bas. Pendant que je vous parle, beaucoup de gens fuient mon pays pour venir dans ce camp. Donc tant que la paix ne sera pas revenue, je ne suis pas prête à rentrer. Depuis juin, les forces gouvernementales et la Renamo, le principal parti d'opposition, se sont affrontés à plusieurs reprises dans le centre du Mozambique. La guerre civile s'est terminée en 1992, mais la Renamo n'a pas accepté les résultats des élections de 2014. Et son leader veut prendre le pouvoir dans certaines provinces. En représailles, l'armée est accusée d'avoir brûlé des maisons et d'avoir commis des exactions. La situation est terrible chez nous. Quand ils ne vous tuent pas, ils violent votre femme en votre présence. C'est tragique. Les nouveaux réfugiés sont enregistrés comme demandeurs d'asile. Mais ce n'est pas la fin de leur calvaire. Le camp manque d'eau et de nourriture et survit uniquement grâce aux ONG. Le gouvernement malawi assure de ne pas avoir de ressources disponibles pour les aider et souhaite que leur pays d'origine trouve une solution. Nous devons sans doute dialoguer plus avec le gouvernement mozambicain pour voir ce qu'ils font pour mettre fin à ce problème. La police mozambicaine nie les accusations des réfugiés et pourtant leur nombre continue d'augmenter. Leur seul espoir réside dans le dialogue entre le gouvernement et les anciens rebelles pour que la paix revienne dans leur région. À peine quelques heures après la proclamation hier de la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest par l'Organisation mondiale de la santé, la Sierra Leone rapporte un cas suspect. Les autorités du pays et des responsables de la santé enquêtent actuellement sur un décès suspect d'Ebola dans la ville de Magburaka, au nord du pays. Le décès de cette étudiante intervient après le test révélé positif à ce virus d'un premier prélèvement hier. Tout ce que l'on sait de la victime, c'est qu'elle est tombée malade dans le village de Baomoy-Luma, dans le district de Cambia, et près de la frontière avec la Guinée, avant d'être transportée par voie terrestre donc à Magburaka où elle a perdu la vie. Des analyses complémentaires vont être effectuées. Les résultats complets seront communiqués au public ce vendredi. À l'international, c'est demain, samedi, que se déroulera l'élection présidentielle à Taïwan. Après des années de rapprochement avec la Chine, cet État d'Asie de l'Est non reconnu internationalement lutte pour son identité face à ce géant asiatique. Dans le scrutin de demain, une candidate est moins favorable à la Chine. Découvrez les enjeux de cette présidentielle taïwanaise. C'est peut-être la future présidente de Taïwan. Tsai Ing-wen est la favorite d'une élection dont la campagne a été dominée par 2 grands thèmes, l'économie de l'île et les relations avec la Chine. J'espère que l'économie va s'améliorer, que le niveau de vie et les prix de l'immobilier vont se stabiliser pour que l'on puisse devenir à nouveau propriétaire. Le président Ma est mauvais parce qu'il se rapproche de la Chine et brade Taïwan. Il y a la Chine et Taïwan, c'est mieux comme ça. Alors que l'année a été marquée par le réchauffement des relations avec la Chine, le parti de Tsai Ing-wen, le PDP, a fait campagne sur le besoin d'indépendance économique de Taïwan, une position que la candidate a toutefois relativisée dans un récent débat télévisé. Nous n'avons jamais nié le rôle de l'économie chinoise dans le développement économique de Taïwan. Mais nous devons vraiment garder un lien avec l'économie mondiale et ne pas dépendre seulement de la Chine. Les nationalistes du Kuomintang, eux, veulent poursuivre ce rapprochement sans pour autant donner l'impression de céder à Pékin. La Chine n'est pas notre seule option, mais nous ne devrions pas nous opposer à tout ce qui est lié à la Chine. Vieillissement de sa population, augmentation des prix de l'immobilier et faiblesse des salaires, Taïwan fait face à de nombreux enjeux. Ses exportations, la clé de son économie, sont en baisse à cause de la crise financière et du ralentissement économique du géant chinois. Une dépendance dont Pékin espère tirer profit alors que la Chine n'a jamais reconnu l'indépendance de Taïwan.
Ils espèrent se servir du commerce et d'autres incitations économiques pour persuader Taïwan d'intégrer économiquement la Chine et par la suite commencer le dialogue politique pour une ultime réunification. Une nouvelle page de l'histoire s'est écrite en novembre dernier à Singapour. Une poignée de main entre le président chinois et son homologue taïwanais. Première rencontre depuis la sécession en 1949. En choisissant un nouveau président ce week-end, les Taïwanais décideront quelle direction donner à la relation avec leurs puissants voisins. Aux États-Unis, les visiteurs du musée d'histoire naturelle américain de New York ont désormais la chance de rencontrer un titanosaure géant. Le squelette de ce dinosaure de plus de 37 mètres vient d'être révélé au public hier. Cette espèce de titanosaure, l'un des plus grands dinosaures au monde, a été découverte en 2014 en Patagonie, en Argentine. Ce titanosaure est d'une espèce tellement nouvelle que pour l'instant, son nom scientifique n'a pas encore été officiellement annoncé. Ce géant herbivore aurait vécu toutefois il y a 100 millions d'années. Et son corps est tellement imposant que sa tête et son cou dépassent même de la pièce où il a été exposé dans le musée new-yorkais, jusque dans un hall extérieur. Ce jeune adulte au sexe indéterminé aurait pesé 70 tonnes, l'équivalent de 10 éléphants africains. Cette découverte unique a fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé le 24 janvier prochain au Royaume-Uni et le 17 février aux États-Unis. En attendant, de jeunes visiteurs ont eu la chance d'admirer ce titanosaure. Écoutez leur stupéfaction, ils sont suivis de 2 paléontologues du musée d'histoire naturelle de New York. C'est le plus grand animal que j'ai jamais vu. Rien n'est aussi grand que lui. Je suis tellement impressionnée. Quand je suis entrée, je ne voyais même pas la tête. J'ai dû me retourner pour enfin l'apercevoir, tellement elle est gigantesque. Il est très difficile de dire quel est le plus grand dinosaure au monde, car il y a un certain nombre, au moins 3 ou 4 de cette taille. Mais celui-ci est le plus complet, donc nous pouvons affirmer qu'il constitue l'estimation la plus précise du possible plus grand spécimen jamais retrouvé. Ici, nous avons pour la première fois un squelette presque complet d'une espèce gigantesque de dinosaure, donc pour la première fois, nous pourrons résoudre de nombreuses interrogations. Comment ces animaux se déplaçaient, à quelle vitesse ils grandissaient, ce qu'ils mangeaient, en quelle quantité. La célèbre chanteuse canadienne Céline Dion vient de perdre son époux, impresario et mentor de toujours. René Angélil est en effet décédé hier jeudi dans son domicile de Las Vegas à l'âge de 73 ans. Le mari de Céline Dion a succombé des suites d'un cancer, comme l'a fait savoir la diva québécoise sur son site officiel. René Angélil, de 26 ans plus âgé que Céline Dion, avait épousé sa muse en décembre 1994. Le couple avait 3 enfants. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 15 janvier 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end et bonne suite de programme sur Vox Africa.